Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un petit format de fin d'année, surtout que je n'ai malheureusement pas trop eu le temps de faire des vidéos sur la chaîne ces derniers temps. C'est vrai que c'était assez difficile. J'étais en rush de thèse, comme on dit, c'est-à-dire la dernière ligne droite. Ce qui m'a permis de soutenir la thèse. Ça, c'est quand même excellent, c'est une super bonne nouvelle. D'ailleurs, une thèse qui sera bientôt en ligne, si cela vous intéresse, sans doute aux alentours de janvier-février 2022. Et j'en profiterai également pour faire des vidéos de vulgarisation, parce que c'est vrai que finalement, c'est bien de faire une thèse, mais l'objet de la chaîne, c'est la vulgarisation. Donc vous expliquer un petit peu ce que j'ai démontré dans le cadre de ces travaux. Et concernant cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer que sur la chaîne, eh bien, il va y avoir des nouveautés. Alors je le dis déjà depuis longtemps, mais en fait là c'est le format qui va évoluer parce que je vais malheureusement avoir moins de temps. C'est vrai que je pensais que j'allais avoir plus de temps avec la fin de la thèse, mais j'ai des obligations professionnelles qui se superposent et je ne bénéficie pas beaucoup de temps devant moi. Donc je vais faire des formats plus directs qui sont comme cette vidéo parce que c'est vrai que quand on fait ce que j'appelle ça les vidéos canoniques, c'est-à-dire où il y a un script, il y a un montage qui est particulier, on a un format, donc c'est 5-10 minutes, il faut rentrer dans ce cadre-là, c'est quand même aussi très contraignant même si c'est stimulant. Je vais avoir moins le temps de faire ça, par contre je vais avoir plus de temps d'improviser et de commenter l'actualité, ce qui me permet aussi d'être plus réactif dans mes vidéos. Donc pour la fin de l'année, c'est l'occasion de parler un petit peu de ce qui s'est déroulé, parce que j'ai pas eu le temps de le faire sur la chaîne. On va commencer d'abord par le Covid. Alors le Covid, je le traiterai pas dans cette vidéo parce que finalement, il a apporté beaucoup de choses, ce Covid, du point de vue du numérique, parce que c'est bien quand même l'enjeu de la chaîne. C'est de montrer un petit peu comment les faits juridiques, on va dire les événements, font évoluer le droit. C'est quand même la ligne directrice. Eh bien, le Covid, naturellement, a déployé le numérique à marche forcée depuis déjà 2 ans. Mais les réflexions à ce sujet n'ont pas vraiment évolué, donc je fais référence, je vous renvoie plutôt vers ce que j'ai fait en début de pandémie. Et on va parler surtout, en fait, dans cette vidéo de la question du métaverse et des NFT. C'est quand même l'essentiel, c'est la grande actualité de fin d'année, je voulais quand même vous en dire un mot. Parce que est-ce qu'on a affaire à quelque chose de révolutionnaire ou est-ce qu'au contraire c'est de la com, de la simple communication par rapport à une entreprise en l'occurrence qui a changé de nom, Facebook, qui est devenu Meta et qui nous propose plein d'innovations technologiques à venir. Donc c'est l'occasion de décrypter ça. Alors c'est la grande nouvelle de la fin de l'année, c'est que Facebook a changé de nom, la société mère en tout cas s'appelle désormais Meta, en l'occurrence à son projet de métavers. Alors le métaverse, voilà, en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est assez intriguant quand même. Alors, certains ont dit oui, on n'y croit pas tellement, c'est un contre-feu qui est allumé parce que Facebook se retrouve dans la tourmente en matière de données à caractère personnel. C'était déjà le cas depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'étau se resserre. Et c'était peut-être une manière pour Facebook justement de rassurer les investisseurs sur son devenir en montrant qu'il était capable de rebondir sur d'autres thématiques. Et en l'occurrence, le projet de métavers. Alors le métavers, finalement, c'est pas quelque chose de très nouveau, c'est un univers virtuel, une sorte de double numérique de la réalité. Et dans ce monde, on va dire, parallèle qui serait numérique, on aurait la possibilité de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire nécessairement dans le monde physique. Donc sur le papier, moi je trouve ça quand même relativement intéressant. Par contre, après, il ne faut pas rêver. Ce qui a été présenté, parce que c'est l'objet par Facebook, c'est en lien en fait avec des produits qu'elle vend déjà, en l'occurrence avec ce qu'on appelait l'Oculus. Donc là, c'est le casque de réalité virtuelle de Facebook, qui s'appelle maintenant le MetaQuest, puisqu'il a changé de nom.
Et en gros, l'objectif, c'est par l'intermédiaire de la réalité virtuelle d'entrer dans ce monde nouveau, en quelque sorte. Alors, c'est toujours la même chose. Les jeux vidéo ont déjà créé des mondes virtuels. Donc là, déjà, depuis le début du jeu vidéo, c'est absolument pas nouveau. Mais Facebook veut que par l'intermédiaire des casques de réalité virtuelle, on entre davantage dans ce monde, puisque forcément, on sera à la première personne. Donc on verra avec nos yeux ce nouvel univers en quelque sorte. Pourquoi je m'intéresse à ce sujet ? Je m'intéresse à ce sujet parce que, en réalité, est-ce que c'est pas un nouveau, on va dire plutôt un fait juridique qui va avoir des incidences sur les droits et libertés. C'est toujours, en fait, ce qui est assez intéressant avec les nouvelles technologies, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance les incidences que ça peut avoir. Certains diront que le métaverse, c'est un pétard mouillé, ça n'aura pas du tout de conséquences, ça peut pas prendre pour plusieurs raisons, parce que on va dire que technologiquement, graphiquement, c'est pas très beau, même si maintenant, avec ce type de casque autonome, on a l'équivalent de la puissance d'une PlayStation 4 sortie en 2013, et ce qui permet d'avoir des graphismes, on va dire, plutôt sympathiques. Mais c'est sans doute pas assez, également parce qu'il faut mettre le casque sur la tête, pour que ça se démocratise. Donc là, le casque, il se vend plutôt bien, mais ensuite, ce qui est un métaverse, c'est encore autre chose. Donc il y a plusieurs inquiétudes vis-à-vis du métaverse. La première inquiétude, c'est parce que, en l'occurrence, il serait développé par une société privée, Facebook, Meta maintenant, mais il n'y a pas que cette société qui souhaite entrer ou créer, on va dire, dans un métaverse. Il y a d'autres géants du numérique, et par là même, en fait, ce qui se pose question, c'est est-ce que, une fois de plus, par l'intermédiaire de ces mondes-là, qui seraient des sortes de copies de notre monde physique, ça serait pas plutôt encore un droit privé qui s'appliquerait et pas un droit, on va dire, de la communauté, de l'intérêt général, ou tout simplement, nous, en tant que peuple, on déciderait des règles qui s'y appliqueraient. Donc là, c'est très intéressant. C'est aussi encore une façon pour ces entreprises privées-là de concurrencer le droit existant dans le monde physique. Et là, elle serait tentée de créer un monde alternatif qui empiéterait encore plus sur notre monde physique par cet intermédiaire-là. Moi, je pense que pour l'instant, la technologie du métaverse, c'est vraiment très embryonnaire. En fait, c'est plus un projet, une vision sur les 10, 20, 30 ans. Peut-être que ça prendra pas. Et si ça prend, ce sera peut-être pas Facebook qui réussira finalement ce gap technologique, parce que c'est toujours pareil. À une époque, les géants du numérique, c'était IBM. IBM, c'est effondré, ça existe toujours bien sûr, mais ce n'est pas du même niveau que les géants du numérique actuel. On peut imaginer que Facebook va totalement se planter parce que financièrement, le modèle économique ne sera pas bon, etc., etc. Et surtout, en fait, moi je pense que la technologie, elle n'est pas encore très mature. Parce que même si on a l'équivalent, comme je disais, dans ce casque de la puissance de calcul d'une PlayStation 4 de première génération, le souci qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la puissance encore pour qu'on ait l'impression d'être dans un monde alternatif qui serait crédible. Tout simplement parce que ça demande énormément de puissance de calcul pour le faire. Pour qu'il y ait une confusion en fait, qui s'opère entre notre monde physique et le monde virtuel. On n'a déjà pas de confusion qui s'opère aujourd'hui en matière de jeux vidéo, alors que c'est que sur un écran plat. Là, imaginez-vous quand même, il faut un gap du point de vue du matériel, il faut que le matériel ne donne pas envie de vomir, il faut qu'on ne sente pas le casque aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui va vous sortir de l'expérience. Il faut aussi la puissance de calcul hors norme, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut calculer par œil, parce que c'est ça qui se passe. En fait, aujourd'hui, quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, chaque œil doit avoir sa propre unité de calcul en quelque sorte, parce que quand on simule une image, il faut qu'elle soit simulée pour l'œil droit et pour l'œil gauche, ce qui divise totalement les possibilités de qualité graphique. En fait, ça c'est tout à fait normal. Ça explique pourquoi on a des jeux vidéo sur Oculus qui sont pas beaux graphiquement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est parce qu'il faut calculer 2 fois en fait.
et puis en 3D, ça donne pas forcément des bons rendus. Donc là, pour l'instant, le métaverse, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un univers de travail, c'est-à-dire des réunions. Voilà, vous avez une application qui s'appelle Horizon, que vous pouvez déjà tester. C'est une version qui est en bêta, c'est du test. Et là, effectivement, vous pouvez créer votre avatar dans ce monde alternatif, on va dire, dans ce monde virtuel alternatif. Et ensuite, vous pouvez assister à des réunions. Le but, et ça a toujours été la prétention de Facebook, c'est de créer, on va dire, un univers où ça serait possible de se rapprocher, en fait, comme si c'était le gap supplémentaire en matière de télécommunication. À défaut d'avoir un hologramme, c'est la possibilité de se rapprocher par l'intermédiaire du monde virtuel. Si vous appelez quelqu'un à Los Angeles, avec le métaverse, vous pourrez tout simplement, en tant qu'avatar, vous rapprocher de la personne. Ça reste bien sûr virtuel, mais vous allez pouvoir vous rapprocher d'elle. Et c'est intéressant justement parce que quand on a des nouvelles technologies comme ça, la question qui se pose, c'est est-ce qu'en tant que... Enfin moi c'est la question que je me pose en tant que juriste, est-ce que ce nouveau fait juridique-là va pouvoir avoir des conséquences sur la manière dont on voit le droit, puisque le droit va évoluer en réaction à l'émergence de nouvelles technologies. Et on vit par rapport à ça une époque qui est quand même assez fascinante, parce que le numérique en plus, c'était déjà le cas un peu avec la révolution industrielle, où on voyait que la mécanisation, elle a eu des incidences sur les droits, en matière d'indemnisation notamment, de responsabilité. Et là, on va avoir un numérique qui va avoir plusieurs âges. Ça a déjà commencé, il y a plusieurs âges dans le numérique en fait. Il y a des moments, voilà, c'était l'État, après c'était la puissance privée qui a pris le dessus. Maintenant l'État revient également en force, même s'il y a des géants du numérique et tout cela s'affronte. On a aussi des nouvelles technologies qui font que le droit en fait s'adapte en permanence. C'est une mutation qui est permanente. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en tant que chercheur, hein, vraiment. Et là, est-ce que le métavers n'est pas justement la prochaine étape du numérique? C'est ça qui est très intéressant. Notamment, vous avez peut-être entendu parler de ça, où il y a déjà des problèmes de harcèlement sexuel au sein du métavers. Vous avez des personnes qui commencent déjà à dire est-ce qu'il ne faut pas faire une sorte de, j'exagère un peu, mais de code pénal du métavers où on va créer des infractions propres au métavers parce que il faudra tout dédoubler. Ce qui est présent dans notre monde physique devra être dédoublé dans le monde virtuel. Donc vous voyez un petit peu les questions qui se posent. Moi je pense globalement que pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter ni de créer des infractions spéciales. Hein. Le droit s'adapte déjà très bien à tout cela. Le métaverse ne révolutionne rien pour le moment, je dis bien pour le moment. On verra bien dans 10-20 ans, lorsque Facebook, comme il le prétend, va recruter 10 000 personnes en Europe pour travailler sur son métavers, voir ce que ça va vraiment donner, parce que, comme je dis, pour l'instant, la technologie, elle est pas mature. Hein. On parle du futur, et peut-être que c'est un futur qui va flopper. Moi, vraiment, là, je saurais pas vous dire ce qui va fonctionner ou pas dans le métavers. Par contre, il y a une autre révolution, et c'est la transition, à laquelle je souhaitais faire référence aujourd'hui, c'est les NFT. Parce que en fait, les NFT, vous allez voir après le lien avec le métavers, les NFT, donc, qui sont en fait des contrats intelligents, hein, qui fonctionnent sur une blockchain. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la blockchain, je vous recommande un super documentaire d'Arte sur Bitcoin notamment, et ça c'est vraiment génial. Vous allez comprendre la philosophie politique qu'il y a derrière et l'apport de la blockchain et puis du minage en fait, hein, de la preuve de travail. Où là, alors bien sûr il y a des nouvelles blockchains qui fonctionnent différemment, mais déjà vous allez voir comment ça fonctionne et notamment quelles sont les évolutions par rapport au droit, parce que là il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Je prends pas parti vraiment en disant oui il faut y aller, allons vers la blockchain, vers le NFT pour tout. Non, c'est pas ça. Il y a des avantages à ces technologies là, il y a aussi des inconvénients, notamment du point de vue environnemental, tout ça pose question. Mais du point de vue juridique, il y a des évolutions, c'est indéniable. Parce que le NFT il a explosé pendant le confinement, parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé, c'est que
Vous avez des artistes qui n'arrivaient pas à se rémunérer pendant cette période-là. C'était difficile et en fait ont eu l'idée de mettre leurs œuvres d'art en NFT. Alors le NFT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste en fait un jeton, on va dire, qui n'est pas fongible, ce qui garantit que si vous achetez une œuvre d'art, est associé à cette œuvre d'art une sorte on va dire de contrat qui atteste que vous êtes bien le détenteur de cet objet. Alors, en fait, dans l'environnement numérique, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les fichiers sont duplicables. On peut les dupliquer à l'infini. Donc, à partir de là, on ne dissocie plus l'original des copies. Et là, le NFT, l'intérêt qu'il a, c'est qu'à partir de cette technologie, on peut dire, voilà, cette version de l'œuvre numérique est l'original, ou l'un des originaux. Et ça, c'est très intéressant parce que, pour le coup, ça permet de dissocier des copies, des simples copies. Cela dit, on revient un petit peu à... Si je prends la Joconde, par exemple, en tant qu'œuvre physique, vous avez un original et puis vous avez une copie, en fait. La copie, elle n'a pas la même valeur que même si vous pouvez la mettre chez vous, elle n'a pas la même valeur que celle qui est au Louvre. Eh bien, le NFT, c'est un peu le même principe. Ça serait, par exemple, qu'un auteur décide que, je donne un exemple, il y a une BD en 1000 exemplaires. Et donc, il va y avoir 1000 émissions de NFT et vous allez être propriétaire, on va dire, officiellement de l'un de ces originaux. Et ça, c'est quand même assez novateur. Parce que ça offre une certification, un titre de propriété, et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un contrat intelligent. En fait, c'est pas intelligent, c'est juste en fait des contrats qu'on va programmer. Et quand on va émettre en fait le NFT, pour l'instant, c'est surtout en matière d'art numérique, c'est surtout ça l'intérêt, y compris dans le domaine du jeu vidéo, où Ubisoft est en train de faire ça aussi avec certains objets de jeux vidéo. Eh bien, l'avantage qu'il va y avoir avec le NFT, c'est que vous allez pouvoir donc programmer la vente, et ça permet également que de gré à gré, on va dire, eh bien, dans le marché de l'occasion, donc, ce qui est très secondaire, l'auteur de l'œuvre, donc qui a émis le NFT, va aussi pouvoir toucher un pourcentage de cette vente d'occasion. Et donc ça va permettre vraiment d'avoir une emprise pour le créateur sur le marché de l'occasion. Par exemple, si moi je vends un livre à quelqu'un que j'ai acheté en NFT, donc c'est à moi, donc j'ai le numéro 20 par exemple, il est numéroté, voilà. Et bien si je le vends à quelqu'un, l'auteur, à l'origine, quand il a émis le NFT, a mis peut-être, c'est pas une obligation, mais a mis un pourcentage sur cette revente. Ce qui permet aussi à l'auteur de toucher une commission sur la vente dans le marché d'occasion. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à l'époque du dématérialisé, où on pensait que le marché de l'occasion disparaîtrait, en fait, c'est pas si certain. On peut imaginer qu'un jour, quand il y aura un jeu vidéo en dématérialisé, eh bien, la possibilité d'accéder au jeu, ce soit de détenir un NFT. Donc par exemple, si je sais pas, une copie de jeu de foot, on va dire qu'on l'a édité à 10 millions d'exemplaires, et donc en fait on va acheter le NFT qui va démontrer qu'on est titulaire en fait du droit d'accès au jeu de ce service. Et ensuite on va pouvoir le revendre, et l'éditeur qui en fait qui a émis ce NFT va en plus toucher une commission sur le marché de l'occasion. Et ça, c'est plutôt vraiment quelque chose qu'il va falloir suivre dans les années à venir. Et une fois de plus, tout ça, c'est le Covid encore qui a accéléré les choses par rapport à ça, sur le marché de l'art numérique, bien sûr. Alors, quel est le lien avec le métavers, vous allez voir, parce que, en fait, on fusionne les deux mondes, c'est-à-dire la blockchain, comme je vous en parlais, et puis et le métavers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on voit, mais c'est des choses complètement délirantes, bien sûr, on voit de plus en plus de personnes
qui achètent des titres de propriété dans le métavers. C'est-à-dire qu'il y a déjà un univers virtuel, voilà, pour le coup c'est de la bulle, qui achètent déjà des terrains, de l'immobilier dans le métaverse. Et qui ont des titres de propriété NFT. Alors en soi, c'est la valeur qu'on lui donne à ça, c'est-à-dire ça s'est déjà vendu à des centaines de milliers d'euros, enfin c'est complètement délirant, juste pour des bouts de pixels comme ça. Cela étant, c'est quelque chose qui existe et qui est amené à se développer et je pense qu'en fait au final, parce que l'argent est partout, c'est pas nouveau, on va pas dire oui le numérique c'est l'argent roi, mais en fait tout ça, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est le reflet de la société. C'est pas parce qu'on va avoir un monde virtuel émulé à partir d'ordinateurs, etc., qu'on va se détacher des problèmes humains du monde physique, pas du tout. En fait tout ça c'est le reflet, c'est ce que je vous disais avec le harcèlement sexuel. S'il existe dans le métavers, il existe aussi dans le monde réel, et c'est pas la technologie qui a inventé ça, c'est propre à l'humain en fait. Donc il y a un certain nombre de choses à régler, et de la même manière, lorsqu'il y a de la spéculation dans le métavers, je vois beaucoup de personnes juger ça en disant « Ah, mais c'est une honte, etc. » Oui, ok, on peut s'offusquer naturellement des prix qui sont pratiqués dans le métavers, mais pour autant, il y a tout un tas de choses hallucinantes qui coûtent une fortune dans le monde physique et qui sont hautement spéculatifs. C'est-à-dire que le métavers n'invente rien en la matière. Donc moi, pour l'instant, j'attends de voir ce que le métavers va nous proposer. Je pense pas que ça soit si différent que ça du monde physique. Alors oui, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, naturellement. Une petite réflexion en mode SF. C'est-à-dire qu'à mon avis, le métavers ne passera pas par la réalité virtuelle, mais plus par la réalité augmentée. Je pense que le jour où on aura des lunettes qui permettront peut-être de superposer les deux mondes, ou plus ce que fait déjà d'autres sociétés, où là, il y en a qui travaillent sur des lentilles, etc., qui pourraient apporter de la réalité augmentée. Là, il y aura peut-être davantage de modification du droit du fait de ces pratiques-là, en fait, parce que on va avoir la fusion des deux mondes. Et là, je reviens avec le NFT et le métavers. Imaginez que j'achète une œuvre, donc qui est dématérialisée, et en fait, si tout le monde est interconnecté à ce système-là et que je décide de mettre l'œuvre ici, dans le monde physique, elle n'est pas là. Mais si tout le monde a le même système qui permet de superposer métavers, monde physique, eh bien vous allez chez moi et là vous allez avoir mon œuvre. Elle n'est pas là si je la touche, mais vous la verrez en entrant dans mon salon parce que j'aurai programmé que je suis titulaire de l'œuvre et que j'ai décidé de la mettre ici dans mon appartement, et toutes les personnes qui seront connectées à cette réalité augmentée en fait verront l'œuvre. Donc finalement c'est un peu comme si je la possédais réellement, parce que tout le monde voit ça. Voilà ce que je veux dire. Donc c'est intéressant. Après voilà, qu'est-ce que ça change vraiment en matière de propriété intellectuelle, etc. On verra bien aussi comment les pratiques vont évoluer. En fait, je pense que pour l'instant, les usages du métavers, on connaît vraiment pas grand-chose. Comme je le disais, pour l'instant, c'est limité à l'univers de travail. Le numérique évolue très vite, et honnêtement, bien malin celui qui sera capable de prédire ce qui se passera. Donc je vais pas me lancer dans ce genre de choses, mais je pense qu'effectivement, on n'a pas cessé d'entendre parler du métavers et des NFT. Je pense que c'est pas qu'un buzz, on va vraiment en entendre parler sur tout un tas d'enjeux en fait, les incidences que ça a sur l'environnement, sur le droit en général, et peut-être pas aussi en matière de droits et libertés aussi, parce que en matière de respect de la vie privée, parce que sur la blockchain on n'est pas vraiment anonyme. Beaucoup de transactions sont en clair via le pseudonymat en fait, et après on peut enquêter, retrouver à qui appartient quoi, etc. Donc vous voyez, là par contre, si on déploie massivement ce type de technologie là, sans vraiment réfléchir en amont à ce que ça va être, on va découvrir des choses qui vont pas forcément être très sympathiques, et une fois que la machine va être en marche, ça va être très difficile de la débrancher ou de la réglementer. C'est toujours pareil, c'est toujours l'impression qu'on est en train de courir derrière quelque chose. Et je pense qu'en fait, le métavers, et c'est là où je vais terminer cette vidéo, le problème principal du métavers, c'est que c'est toujours,
Voilà, les sociétés privées, c'est normal, c'est de l'innovation, elles sont dessus. Mais on ne discute pas des règles qu'on souhaiterait voir appliquées dans le métavers. On va encore découvrir ça va être encore les conditions générales d'utilisation qui vont régir ce monde-là. Et en matière de gouvernance, de participation du public notamment, on n'aura rien prévu, alors que c'est le moment où les choses doivent se faire, c'est maintenant. C'est-à-dire que quand on va penser le métavers, moi à la rigueur, je ne serais pas contre qu'on élise des personnes pour déjà penser avec Facebook ce qu'on accepte ou on n'accepte pas au sein du métavers. Voilà, c'est des réflexions comme ça. La société civile doit davantage prendre part à ça. Et est-ce qu'il y aura de la démocratie ou pas dans le métavers? Vous voyez, c'est ce genre de sujet-là. Qui, à mon avis, c'est pas quelque chose de loufoque. Hein. C'est vraiment les questions qui se posent aujourd'hui. Avant de savoir ce qu'il va y avoir dans le métavers et de découvrir les effets que ça peut avoir, bah, ça serait bien d'essayer de construire un monde à notre image. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et puis surtout, qu'est-ce que vous pensez du métavers? Qu'est-ce que vous pensez des NFT? N'hésitez pas vraiment à donner votre avis, c'est toujours intéressant. Et puis c'est un plaisir pour moi de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt sur les internets. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout en ce moment. Voilà. À très bientôt.